Bonsoir tout le monde, bonsoir 11 avril 2024, bienvenue au 9e épisode du Street Scout Podcast, que tu sois de Sherbrooke, Kentley ou de Bécomo. Nous te saluons et te remercions d'être avec nous encore une fois ce soir avec moi. Ce soir, pour le 9e épisode, on est avec Fred Galland. Salut mon chum! Yo! Bonsoir! Ça va bien? Ça va bien toi? Ça va super bien, merci. Et comme à l'habitude, mon frère et ma tendre moitié, Alexander Baraban. Comment ça va? Ça va bien, vous autres, les gars? Ça va super bien. Ce soir au menu, les séries là, de la CHL ont commencé là, dans la dernière semaine. Là. Les premières rondes un peu partout sont terminées. Donc, on fait un petit spécial. On s'est choisi 4 joueurs chacun provenant de la CHL pour vous jaser ce soir. Donc, Frédéric, de son côté, n'a choisi 4, Brabant 4, moi 4. On va vous parler de nos visionnements des séries de ces joueurs-là, mais également de notre vision là, générale sur ce joueur qu'on visionne depuis le début de la saison. Les garçons, puis on a Fred qui est live avec nous, qui va nous dire un score en direct de la demi-finale du Frozen Four entre Boston College et Michigan. Et on rappelle que Denver a causé la surprise. Hein? Une grosse victoire de 2-1 en prolongation contre Macklin Celebrini, Lane Hudson, avec Boston University. Avez-vous de quoi à ajouter avant de commencer, les garçons? Non. Let's jump into it. Fred Galland, dans la dernière semaine, tu as visionné des matchs de Clark Caswell avant de te faire une passe sur la palette afin que tu nous parles de tes visionnements. Clark Caswell, un attaquant des Broncos de Swift Current dans la WHL, un attaquant qui frôle les 6 pieds, pèse 176 livres. La centrale de recrutement de la Ligue nationale le classe au 68e rang jusqu'ici parmi les patineurs nord-américains. Clark Caswell qui a connu une bonne saison, une saison complète de 68 matchs à Swift Current pour un total de 77 points. Une grosse première ronde. 8 points, 2 buts, 6 passes en 4 matchs. Les Broncos de Swift Current ont balayé les Hurricanes de Lethbridge en 4 petites rencontres. Donc, hey Fred, mon chum Fred, c'est quoi que tu as pensé de Clark Caswell, toi? Ben, écoute, première chose, j'ai regardé différents joueurs cette semaine, puis lui, la raison pour laquelle je l'avais sélectionné, c'est évidemment ses statistiques. Écoute, 8 points, 4 matchs, OK, je voulais aller voir plus. Puis, je veux parler de différents joueurs, puis c'est pas parce que ces joueurs-là ont fait plus de points qu'ils m'ont tant fait plus triper. Je vais venir en détail dans ceux que j'ai un petit peu moins aimés. Clark Caswell est dans la catégorie que j'ai vraiment beaucoup aimé. Tu l'as dit, le 5 et 11, 176 livres. Il a fait 8 points en 4 matchs durant les séries. J'ai regardé présentement Dobber le classe en 2e ronde avec un upside de middle six. Juste pour vous situer un petit peu où que ce joueur-là pourrait sortir, c'est quoi son potentiel. D'un point de vue offensif, je trouvais qu'il était très solide au niveau de son tir. Un bon tir. Si vous regardez ses buts, un dans le crease, l'autre en avantage numérique, un très beau but. Parmi ses passes, évidemment, là, ça finit en 4, ça a été assez rapide, mais il a contribué, fait la passe à son coéquipier Connor Geeky, qu'on connaît bien, en prolongation, qui a envoyé les Broncos en 2e ronde. Un autre joueur en passant qui joue avec les Broncos, là, c'est le capitaine Owen Pickering, défenseur repêché par les Pingouins qui vont avoir un bon potentiel. Pour Caswell, je l'aime bien, il a un bon talent. Je ne sais pas à quel point il y a une certitude NHL, parce qu'il y a un gabarit correct, pas petit, mais correct. Il y a une bonne motricité au niveau de son patin. Je ne sais pas si je le vois avoir un potentiel de top 6. Puis s'il serait capable de se classer sur un bottom. Mais somme toute, c'est un des joueurs que j'ai hâte de voir sa 2e ronde. Vraiment beaucoup. Juste pour voir son tir du poignet encore une fois, voir son patinage. Mais sinon, très bonne première ronde pour M. Clark Caswell. Ouais, moi, j'avais aimé. Je ne sais pas si... moi, je l'avais visionné là, en saison régulière.
Je n'ai pas encore visionné ces séries, mais Ouais. il faisait un duo avec Corner Geeky là, qui était Exact. très, très, très solide. Là. Ah oui, puis les deux ensemble, si je ne me trompe pas. Ah non, Geeky, c'était avec Pickering qui réside, deux gros bonhommes, évidemment. Là. Ça l'aide d'avoir Geeky sur ta ligne. Mais non, franchement, un beau duo, les deux ensemble. Rabat, avais-tu quelque chose à ajouter sur Clark Caswell? Non, on en a parlé il n'y a pas si longtemps Ouais. dans un podcast aussi. Puis je suis quand même assez d'accord avec ce que Fred il nous a apporté. On avait justement parlé qu'il ressemblait beaucoup. Ben, il ressemblait. T'sais, on avait parlé de genre lui, Andrew Basha, puis Miguel Marquez. Ils avaient parlé un et trois, un arrêt de l'autre. Puis c'est ça. En fait, c'est à ce moment-là qu'on en a parlé. Puis c'est ça. En fait, il y a des bonnes playoffs en ce moment. Puis Ouais, j'ai hâte vraiment. de le voir, j'ai hâte de le voir aussi en deuxième ronde de quoi ça va aller. De ton côté, Alexander Baraban, tu vas nous parler de l'attaquant Marek Vanacker des Bulldogs de Brentford. On parle d'un ailier de 6 pieds, 170 livres, qui est classé au 25e rang par la centrale de recrutement de la Ligue nationale. Cette saison, Vanacker en 68 matchs, 36 buts, 46 passes, 82 points. En séries éliminatoires, en 6 rencontres, 7,3 buts, 4 passes. Et malheureusement pour eux, les Bulldogs ont été éliminés en 6 rencontres par les 67 d'Ottawa, je crois. Oh, yes. Donc, qu'as-tu pensé de Marek Vanacker? Je te dirais que dans ses playoffs, il a été très productif. Je l'avais regardé en début de saison, pas en milieu de saison, mais pas attentivement autant qu'en playoffs. Peut-être parce que je le trouvais pas. C'est pas un joueur qui se démarque tant que ça dans un match, mais comme j'ai pu remarquer en playoff, c'est que c'est vraiment un joueur opportuniste qui est toujours bien placé. Puis quand tu lui donnes la rondelle sur la palette, il y a toujours de quoi qui est intéressant. Il y a un très bon tir du poignet. C'est comme je te dis, son positionnement en zone offensive, en zone défensive aussi, mais en zone offensive, il est vraiment tout le temps bien positionné. Ses replis défensifs, son coup de patin, il est correct. C'est pas un grand coup de patin, mais je le trouvais intense. Il était très responsable défensivement. Il venait vraiment aider ses défenseurs. Puis, dans le fond, c'est ça. Je trouvais qu'il créait beaucoup il se créait beaucoup de chances de marquer. Puis, c'est un gars qui tire vraiment beaucoup au filet. Là. En playoff, c'était une moyenne de, comme je pense, 4,8 tirs au filet par match, ce qui est vraiment beaucoup. J'avais aussi remarqué que ses replis défensifs, ça c'était bon. Mais c'est ça que je veux dire. Dans le fond, c'est pas le joueur qui a le plus de skills offensifs. Il n'a pas beaucoup de mains. Son coup de patin, comme on disait, il est correct. C'est pas le plus habile, mais il est vraiment efficace comme joueur. Puis c'est ça. En fait, j'aurais aimé ça le voir quand, mettons, poursuivre en deuxième ronde. Moi, je te dirais que comme tu parlais justement que Dauber, il avait mis Caswell en deuxième ronde, mais moi personnellement, Vanacker, je le mets en deuxième ronde, puis ça serait vraiment un choix intéressant qui pourrait vraiment se développer comme un joueur quand même assez intéressant. Qui sait, peut-être que Marek Vanacker va faire partie de Team Canada au prochain championnat mondial des moins de 18 ans. Les alignements là, en fond, il y a juste l'alignement de la Suède qui est sorti, là, mais les prochaines nations, là, ça devrait sortir au courant des prochains jours. On vous tient au courant. De mon côté, Avant que tu ailles à ton prochain joueur, je vais juste vous laisser savoir. Boston College vient de marquer. Donc, Will Smith, son 24e de la saison. Donc, une avance d'1-0. Ah, Will Smith, je ne l'aime pas. Merci de l'update, mon chum. De mon côté, j'ai visionné les séries éliminatoires de Cole Baudouin. Cole Baudouin, qui est un joueur de centre des Colts de Barrie de 6 pieds 2, 200 livres. Hein, un très, très beau gabarit. Classé au 31e rang parmi les patineurs nord-américains par la centrale de recrutement. Cette saison à Barrie, Cole Baudouin, 62 points en 67 matchs, 28 buts, 34 passes.
5 points en 6 rencontres en séries éliminatoires. Les Colts de Barrie ont baissé pavillon en 6 rencontres contre les Generals d'Oshawa. C'est drôle, vraiment, tu me faisais ta description de Van Acker, puis on dirait que c'était les mots que je voulais employer pour décrire Cole Beaudoin. Je trouve que son gabarit, premièrement, c'est un très gros joueur de centre, un joueur de centre très responsable, qui est bon au cercle des mises en jeu. Joueur de centre qui est très responsable dans les 3 zones, vient aider ses défenseurs profondément dans sa zone et est très efficace également derrière les défenseurs adverses en échec avant. C'est pas un joueur qui est très flashy, surtout au niveau junior, là, souvent ça va être les joueurs qui vont avoir vraiment des mains, une vision du jeu du tonnerre, ça va être ce genre de joueurs-là qui vont s'illustrer. Mais Cole Beaudoin, c'est le style de joueur qui va s'illustrer au prochain niveau. Je le projette très bien dans les nationales. Pas nécessairement sur un rôle de premier trio, là, pas nécessairement sur un top 6, mais c'est un joueur que je projette extrêmement bien dans la Ligue nationale. Il a des bons coups d'épaule, protège sa rondelle. C'est pas le plus rapide, mais son anticipation fait en sorte que bon, sa rapidité n'est pas un défaut non plus, mais son anticipation fait en sorte que sa rapidité n'est vraiment pas un problème. Un rôle sur l'avantage numérique, un rôle sur le désavantage numérique. Je regardais ces matchs, là, on parlait des 23, des 24, des 25 minutes par match. J'ai senti, par exemple, là, dans le dernier match que j'ai visionné sur lui, là, je sentais un peu que par moment, il manquait un peu d'essence. Là. Il a vraiment été surutilisé. Fait que son dernier match était un petit peu plus difficile. Mais en général, moi, Cole Beaudoin, je pense qu'on en a parlé aussi, là, Brabant, là, dans nos derniers épisodes. C'est un espoir que j'ai en très haute estime. Je l'ai encore. Là. Moi, je l'ai en fin de ma première ronde en ce moment. Donc, voilà, de mon côté, Cole Beaudoin. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter, les garçons, sur ce joueur. Moi, personnellement, je l'ai un peu regardé par la bande parce que j'écoutais Seneca. Puis, honnêtement, je ne portais pas vraiment attention aux joueurs de l'équipe adverse. Puis, c'est vraiment celui qui ressortait le plus, celui qui, j'entendais souvent son nom sortir parce qu'il s'impliquait beaucoup. Donc, définitivement un joueur que je vais surveiller. Ouais, c'est ça. Ben, en playoff, c'est le genre de joueur qui s'illustre quand même assez souvent. D'un joueur physique qui est responsable dans les 3 zones. C'est toujours bien important en playoff. Ouais, c'est vraiment le style de joueur qui va s'illustrer en séries éliminatoires. Puis, comme Fred l'a dit, là, c'était vraiment le joueur qui s'illustrait le plus dans sa formation. Assistant capitaine aussi, ses qualités leadership sont reconnues. Bref, voilà pour Cole Beaudoin. J'ai hâte d'entendre Fred nous parler de son prochain joueur. Il est sorti des sentiers battus un peu. Attaquant des Rockets de Kelowna, et je m'excuse si je le débaptise un petit peu, Hiroki Gojcik, qui est un gros attaquant de 6 pieds 3, 200 livres, classé au 94e rang par la centrale de recrutement de la Ligue nationale. En 68 matchs cette saison, Hiroki, 50 points en 68 matchs, a ajouté 4 passes en 6 rencontres en séries éliminatoires. Les Rockets qui sont sortis vainqueurs en 6 matchs d'une grosse série là, contre le Wild de Wenatchee. Coéquipier de mon boy TJ Ginla. Donc voilà, Fred, on t'écoute pour Hiroki Gojcik. Ouais, d'abord son nom de famille, je t'aime pas. Parce qu'à la maison, là, on dit son nom, là, mais pour votre info, c'est Gojcik. Yes. Et ça se prononce Gojcik. Fait que j'ai vraiment pris du temps à écouter la façon que son nom se faisait prononcer parce que pas facile. Honnêtement, Hiroki Gojcik, au début, je me suis dit bon, mais on va regarder le partner de jeu de TJ Ginla. On va voir qu'est-ce que TJ peut nous donner dans le fond. Mais il m'a vraiment plu. Puis, écoute, on s'entend là. Il y a juste 4 passes en 6 matchs, mais il bouge tellement ses pieds. Il est tellement impliqué. Il a une super belle shape de hockey. Donc, il est gros, il a une belle portée. Super bon tir. Bon tir des poignets. Il démontrait à certains moments des flashs d'agressivité que j'aimais beaucoup. Puis,
lorsque je l'ai vu perdre le disque à quelques reprises, distribuer des mises en échec par la suite, j'aurais vraiment pas de difficulté à le voir jouer sur un bottom six, mais vraiment pas. Je te dirais, je le regardais jouer, puis il me faisait penser à un joueur du Canadien. Il me faisait penser à Dale Louis. OK? Puis là, à la maison, les gens vont se dire Dale Louis, Fred, tu me compares à un joueur de bottom. Oui, Dale Louis, c'est un joueur de profondeur, de troisième, quatrième trio, mais qui apportait sa contribution à sa façon. Là. Puis c'est un peu similaire. Puis, écoute, pour le fun, j'ai décidé de pousser un petit peu. Là. Dale Louis mesurait 6 pieds 2, 205 livres, donc similaire en termes de taille. Puis à sa dernière année, il a joué dans la même ligue, donc dans la WHL. À sa dernière année, avant de se faire repêcher, il a fait 51 points en 53 matchs. Tantôt, tu l'as dit, là, ses stats de saison régulière et rookie. Il a fait 50 points de son côté, un petit peu plus de matchs, là, mais assez similaire. Puis Dale Louis, il a fini avec 13 points en 12 matchs en playoff, mais franchement, c'est vraiment pas une comparaison que je trouve sortie du bois. Surtout, comme je te dis, moi, c'est vraiment son coup de patin avant tout, là, que la façon qu'il jouait, l'intensité avec qu'il utilisait dans ses présences. Puis finalement, je l'ai écouté en entrevue à mi-saison, puis c'était un kid qui utilisait beaucoup de... Il était très modeste, je te dirais, dans ses propos. Joueur d'équipe, parlait beaucoup d'Iginla de la bonne façon, comme Iginla, c'est toujours un gars qui voulait avoir la rondelle et tout ça, puis qui était là pour apprendre. Fait que, il a l'air d'une bonne éponge, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, là, mais d'une bonne éponge qui veut absorber le plus de connaissances de ses coéquipiers. Donc, voilà, Hiroki Goïsik. Intéressant. Puis en ce moment, on est live là, sur le groupe Facebook destiné à nos Patreons. Puis on a notre chum Memo Villanueva qui est avec nous. Puis j'aime bien ça. Il dit son opinion là, dans les commentaires. Qui dit qu'il adore Baudouin, pas le plus rapide, mais un gros moteur. J'aime ce qu'il dit. La différence entre son plancher et son plafond sont très minces et je suis également d'accord avec ça. Je suis un garçon de plancher haut. Et voilà, je suis bien d'accord avec notre chum Memo concernant Cole Baudouin. Puis belle description d'Hiroki Goïsik. Yes. De la part de Fred. Voilà. Brabant, tu nous amènes vers un autre joueur que j'aime beaucoup. Ouais. Et j'ai nommé Owen Allard. Owen Allard, qui est un overage, qui est né en janvier 2004. Donc, c'est un espoir qui est vraiment vieux parmi les prospects au prochain repêchage. Joueur de centre des Greyhounds de Sault-Sainte-Marie. 6 pieds 2, 200 livres. Bon, son âge fait en sorte qu'il est classé au 109e rang parmi les patineurs nord-américains. Cette saison, en 55 matchs, 40 points, 18 buts, 26 passes, ajouté 3 goals en 4 rencontres en séries éliminatoires. Les Greyhounds qui ont éliminé sans trop de problèmes le Storm de Guelph en 4 rencontres. Puis on se rappelle qu'Owen Allard a fait partie de l'équipe Canada Junior au dernier mondial en Suède. Donc, vraiment, je te fais la passe à palette pour que tu nous parles d'Owen Allard. Yes, je te dirais qu'en playoff, il a continué son bon travail. En fait, il a continué à m'impressionner beaucoup. Je trouve vraiment que c'est un joueur intense qui lâche jamais. En fait, c'est un coup de patin. C'est sûrement un des très bons coups de patin du repêchage, malgré qu'il soit un peu plus vieux que les autres. Je trouve vraiment qu'il bouge très bien sur la patinoire. Tu parlais je pense que c'est Goïsik que tu disais qu'il avait un coup de patin quand même assez rapide. Et c'est le même genre de patin, des petits enjambées rapides, puissants. Son coup de patin me fait beaucoup penser à lui de Nathan McKinnon. Quand il fait ses croisés en puissance, là, il patine large, un peu à la Nathan McKinnon sans comparaison, on va se le dire. Mais tu sais, Owen Allard, c'est le genre de joueur qu'il y a dans les playoffs, il y avait 3-4 échappés par match. Il a scoré 3 buts en 4 games. Puis je pense que ces 3 buts, c'est sur 3 échappés. C'est pas le plus grand des finisseurs. Il y a des mains correctes. Il y a un tir, il y a un bon tir, par exemple. Mais tu sais, c'est ça. Son côté offensif est beaucoup restreint.
Mais côté défensif, je trouve vraiment qu'il fait un très bon travail. Il close le gap sur les défenseurs très rapidement. Il ne leur laisse pas de temps de réaction. Finit ses mises en échec. Il fait, mettons, on parlait de Cole Baudouin, qu'en playoff, il fait tout bien. Ben, c'est le même genre de joueur avec Owen Allard, ça fait tout bien en playoff. C'est dommage un petit peu qu'il ne s'illustre pas plus offensivement, mais dans l'ensemble de sa game, il fait beaucoup la différence pour son équipe. Puis c'est ça, j'ai hâte de le voir. Ils ont sorti le Storm de Guelph en 4 matchs. Ça n'a pas été trop difficile, mais c'est le joueur qui a le plus de tirs au but pour son équipe. Il est utilisé pour des bonnes mises en jeu défensives. Il est très responsable dans ses mises en jeu. Puis non, il était agréable à écouter dans ses playoffs, je te dirais. Ouais, non, ce joueur-là, il est capable de jouer à une seule vitesse, puis c'est à 300%. J'ai oublié de le dire, là, mais dans mon descriptif, là, j'avais écrit il me surprend par son agilité, puis il n'a qu'une vitesse, c'est rapide. C'est que ça, pour de vrai. Il n'y a pas de juste milieu, c'est tout ou rien. Ben, en fait, il n'y a jamais rien, c'est tout le temps tout. Hey, puis je vais. Fred, t'allais dire de quoi, vas-y? Ben, en fait, non, mais on avait une question par rapport à. Ouais, c'est ça, j'allais dire, ouais. Memo qui te pose la question, Brabant. C'est une petite bonne question. À quelle ronde serais-tu confortable de repêcher Owen Allard? Ça, c'est tout le temps en traite un petit peu. C'est tannant. Moi, je pense que juste parce qu'il est plus vieux, il va sortir. Ouais, ça, c'est normal. Ça, oui, il va sortir 4e, peut-être. Moi, je le verrais 3e dans mon. Mais la question, c'est pas de savoir. C'est moi. Ouais, c'est toi, tu le repêches où? En 3e ronde, je serais très à l'aise de le repêcher. Ouais, moi aussi, en 3e ronde. Toi, Fred, Owen Allard, c'est-tu un joueur à qui J'avais 5e en tête de mon bord à cause de son âge. C'est intéressant. Ouais, puis moi, dans ce que je recherche, c'est un overager qui a son risque ne m'intéresse pas tant. Ouais, moi, je pense que c'est un choix safe, en fait. C'est plus c'est ça aussi la différence. On en parle, mais c'est ça. Exact. Mais vous deux, vous êtes similaires dans le sens que vous allez prôner davantage le plancher d'un joueur. Ouais. Moi, je vais toujours essayer d'aller chercher le plafond. Ouais, c'est ça. Tu cherches les coups de circuit. Owen Allard, ça va être un joueur safe. Tu sais ce qu'il va te donner à toutes les games, tu sais ce qu'il va te donner. Ouais. Mais tu sais, si tu arrives en 5e ronde, là, ton plafond, là, c'est qu'il joue dans la Ligue nationale, peu importe son rôle. Ouais, aussi, mais c'est ça. Puis Owen Allard, ça peut être. C'est ça. Puis Owen Allard, c'est un 2004. Ça fait que l'année prochaine, il y a des grosses chances qu'il commence la saison dans la Ligue américaine. Tu sais, c'est des grosses chances. Il y a des chances qu'il commence dans la Ligue américaine. C'est une bonne shape de hockey, 6'2", 200 livres. Il patine comme le vent, pour de vrai. Et il est responsable dans 3 zones. Non, pour de vrai, je ne verrais pas pourquoi qu'il. 5e rôle, je trouve ça loin un petit peu. 3e, je me trouve audacieux un petit peu aussi, par exemple. Mais je pense qu'il mériterait quand même. Pour son année qu'il vient de vivre cette année, moi, je serais très à l'aise de le drafter 3e rôle. On verra dans nos ligues de hockey simulés où est-ce que tu sors, mon estimateur. J'ai beaucoup de choix de 3e avec. Je suis correct. J'ai quasiment toute la ronde. Là, fait que... ouais. Puis là, on parle de plein de ligues en même temps. C'est ça qui est intéressant. Nice. De mon côté, les amis, j'ai visionné, mais pendant que Brabant, tu regardais Owen Allard écraser le Storm de Guelph, mais moi, je regardais Jet Lushenko se faire écraser par Owen Allard et les Greyhounds. Cependant, Jed Lushenko était clairement le meilleur joueur de son équipe. Là. Je l'ai vraiment adoré. C'est un joueur que j'avais vu beaucoup là, en fin de saison, mais je trouve vraiment qu'il a pris un step là, dans ces séries, là, malgré les défaites. Là. C'est un attaquant qui jouait au-dessus de 20 minutes par match. Là. Vision du jeu élite. J'adore sa vision du jeu. Sa capacité à apercevoir ses coéquipiers avec une rapidité là, assez folle. J'aime bien ça. C'est un joueur qui fait souvent ses jeux en première intention. Fait que le jeu va vraiment rapidement là, quand il est dirigé par Lushenko.
Puis malgré, il y a des aptitudes offensives très fortes. Puis j'ai vu une game offensive beaucoup plus responsable que cette saison. Il y a vraiment... sa game est vraiment plus complète. Je l'aime bien gros. J'ai encore... il y a encore de quoi, là. Puis j'ai même pas fait son portrait, là. Mais j'ai encore des petits doutes. Il est 5-11, 183 livres. Mais... ouais, je trouve que parfois, il joue un peu plus petit. Tu sais, quand tantôt, je parlais de Toul Baudouin que je projetais facilement dans la Ligue nationale, c'est pas le cas de Lushenko. Mais ce qu'il m'a démontré en séries éliminatoires, là, j'ai adoré. J'ai adoré. J'espère qu'il va avoir un poste avec le Canada au U18. Puis pour votre information, Lushenko, joueur de centre, 5-11, 183 livres, qui est classé en ce moment 21e par la centrale de recrutement de la Ligue nationale. Donc, on peut parler d'un choix de première ronde. Ouais, 21e nord-américain, là, ça va fin de première, début de deuxième. Ouais. 74 points en 68 matchs cette saison, 20 buts, 54 passes. Il a amassé 3 mentions d'aide en 4 rencontres en séries éliminatoires, là, mais tu sais, le Storm là, se faisait écraser. Là. Il se faisait dominer dans leur rencontre contre les Greyhounds. Là, mais Jed Lushenko a réussi à sortir son épingle du jeu. Puis ce que j'ai aimé de lui, c'est que également, c'est qu'en fin de rencontre, quand le match était déjà plié, mais Lushenko démontrait encore une intensité à vouloir renverser la vapeur. Bref. J'ai adoré Jed Lushenko dans mes derniers visionnements de ce joueur. Avez-vous quelque chose à rajouter sur ce Moi, je ne l'ai pas vu jouer, mais j'ai entendu quand même parler beaucoup de Lushenko. Tu le classerais où, ton côté, comme début de deuxième dans ces eaux-là? J'espère que tu ne me poses pas la question. En ce moment... Je sais pas, là, c'est ça, évidemment, là, le top 32, il n'est pas complété, là, mais c'est dans ces eaux-là. Là. Okay. C'est rare que je suis d'accord avec les différents classements, là, mais tu sais, un 21e nord-américain, fin de première ronde, début de deuxième, là, ben, c'est là qu'il va se retrouver. Nord-américain, t'es comme début de deuxième, 21e nord-américain. 21e, ouais, c'est vraiment fin. Est-ce que les 10 meilleurs Européens... en Europe, là, ça descend vite. Ça chute vite, ouais. Okay. Mais fin de première, début de deuxième, je suis à l'aise. Tu as 2 choix de première ronde. Tu as un choix top 15. Ton deuxième choix en fin de première ronde, tu peux prendre un risque avec Jed Lushenko. Parce qu'en début de saison, là, il était... En tout cas, de mémoire, c'était pas vraiment un joueur qui était sur les différents radars là, comme un choix de première ronde. C'est un joueur qui progresse très bien cette saison. Puis c'est triste là, que ces séries se sont terminées hâtivement. Hein. Ouais. Mais je pense qu'on va le voir avec Team Canada. Là, je suis confiant. Donc, passons au prochain joueur, les amis. Et j'ai vraiment hâte de t'entendre, Fred, sur Thomas Desruisseaux. Thomas Desruisseaux, attaquant québécois des Saguenay de Chicoutimi. Un joueur de centre de 5 pieds 11. Il est listé en 154 livres en ce moment. Son gabarit fait en sorte qu'il est classé assez loin, là, au 87e rang parmi les patineurs nord-américains. Desruisseaux, c'est un joueur qui a amassé 60 points en 68 matchs en saison régulière. Mais les Saguenayens de Chicoutimi ont balayé les Wildcats de Moncton en 4 rencontres. Et Thomas Desruisseaux a amassé 2 buts, 6 passes pour un total de 8 points. Est-ce que ces statistiques impressionnantes t'ont impressionné, Fred? Bon, d'abord, je me souviens que vous en avez parlé, mais j'ai aucune idée c'était quoi votre opinion. Donc, ce que je vais dire, ça va vraiment être mon opinion. Let's go, c'est ça qu'on veut. Je l'ai vraiment pas aimé. J'ai des 4 joueurs que j'ai visionnés, c'est celui qui a fait le plus de points, c'est celui qui me fait le moins triper. Puis tous les 4 joueurs que j'ai, c'est tous des joueurs de premier trio, des joueurs qui jouent sur la première unité en avantage numérique. Écoute, qu'est-ce que j'ai pas aimé de son jeu? Pas très compliqué, là. J'ai pas aimé c'est pas un grand patineur. Je l'ai trouvé nonchalant par séquence. Nonchalant par son patin, qui n'a pas une grosse intensité, il n'est pas rapide. Je trouvais qu'il se laissait traîner par moments.
Il y a une bonne vision, ça, je peux lui donner, mais parfois, ses passes manquaient de précision, même pas parce qu'il y avait de la pression ou quoi que ce soit, mais ça ne se rendait pas nécessairement à son coéquipier. Puis, écoute, j'ai analysé ses points, parce que, écoute, j'entends déjà les gens m'écouter. Voyons, Fred, le gars, il a 17 points, il a 17 ans, il a fait 8 points en 4 matchs. Voyons, c'est incroyable comme statistique. Oui, c'est une super bonne statistique. J'y enlève pas. Sauf que on parle ici de 2 buts, 6 passes. Donc, je suis allé regarder ses points. 2 buts, 6 passes. Bon. Tu as un but sur l'aile droite, tir sur réception. Celui-là, je donne, c'est un très beau but. L'autre, dans un filet désert. C'est 6 passes, tu en as 3 qui ce sont des primaires et les 3 en avantage numérique. Donc, facette du jeu, tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir un grand coup de patin. Mettons. Fait que, non, je te dirais que, pour être bien honnête, je partage ton opinion. Aussi, là, comme je vous dis, c'est vraiment celui qui m'a fait le moins triper. Là. J'ai vraiment essayé. Je pense que j'ai regardé un match puis quelques séquences à gauche, à droite. J'en avais assez. Là, fait que j'ai skippé. C'est un peu ce qu'on avait aperçu aussi. On avait perçu de lui dans les derniers visionnements qu'on a regardés. Ça ressemble beaucoup à nos observations et nous autres aussi qu'on avait. Ouais. Puis tu sais, Thomas de Ruisseau, c'est un joueur qui profite de la grosse patinoire à Chicoutimi. Chicoutimi ont une patinoire internationale. Donc, ouais, c'est ça. Ils ont comme une patinoire, une patinoire européenne, Caroline Debin. Ouais, intéressant, je ne savais pas ça. Oui, c'est la seule dans la LHGMQ. Là. Est-ce que c'est la seule dans CHL? Je ne le sais pas. Puis tu regardes les 2 rencontres à Chicoutimi, 3 passes, puis 1 but, 2 passes. Puis pour de vrai, ça fait une différence. Ben oui, la patinoire est beaucoup plus large. Tu as beaucoup plus de temps avant d'effectuer ton jeu. Donc, ton manque de vitesse paraît moins. En tout cas, moi, j'ai tout le temps pensé à ça. Un bon point, je n'avais pas pensé à ça, en effet. Puis, pour nos auditeurs, là, Thomas Desruisseaux, c'est le centre de Maxime Massé, en fait. Donc, ils jouent ensemble. Donc, probablement que la plupart ont entendu parler de Maxime Massé comme étant, disons, en début de saison. Là, maintenant, je ne le sais plus, mais le joueur qui pourrait sortir premier de la Q. Mais oui. Donc, est-ce que lui profite de Maxime Massé profite de lui au niveau des statistiques? Un peu des deux, je pense. Ouais. Je pense que ce qui complète quand même bien, là, ces 2 styles de joueurs, je pense qu'ils peuvent se compléter. Là, sauf que Thomas Desruisseaux, je ne suis pas capable de le projeter au prochain niveau. Là. C'est juste, j'essaie, mais c'est... C'est ça, parce qu'en fait, vois-tu, Thomas Desruisseaux, techniquement, avec le patin qu'il a, je ne le vois pas jouer sur un bottom six. Puis, il n'y a pas un talent assez élite pour vraiment se faire une place malgré son patin en haut. Fait que c'est pour ça que je ne peux pas le mettre en haut, je ne peux pas le mettre en bas. C'est pas un mauvais joueur du tout. Comme je te dis, je trouve qu'il a une belle vision, il a des aptitudes, mais je ne le vois pas jouer trop par la suite. Non, 100%. Mais quand que moi, je regarde, on est des mots de Brabant, on est des gars du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Moi, j'ai regardé les matchs des Saguenay-de-Chicoutimi pour le pur plaisir, sans se gâter nécessairement. Mais Émile Guité, la recrue offensive de la LHGMQ, là, c'est un joueur qui va se repêcher l'année prochaine. C'est tout un joueur de hockey. Retenez ce nom, Émile Guité, qui est le fils là, de Ben Guité, qui a joué quelques matchs en Ligue nationale de mémoire. Là, Voilà pour cette petite chronique familiale. De ton côté, Brabant, tu vas nous parler d'un attaquant, d'un autre overage. Hein? Brabant était dans la thématique overage aujourd'hui. Andrei Becker, qui est un attaquant tchèque qui est né en février 2004. Donc, overage de 2 un centre pouvant jouer aux ailes, 6 pieds, 172 livres. Il évolue dans la puissante formation des Cougars de Prince-Georges. Quand même un bon classement, là, malgré le fait qu'il soit un overage. 84e par la centrale de recrutement de la Ligue nationale. Cette saison à Prince-Georges, mais Prince-Georges, ils ont marqué énormément de buts.
Baker en a profité. 96 points, 32 buts, 64 passes en 58 matchs. En séries éliminatoires, Prince George ont battu Berkeley Catton et les Chiefs de Spokane en 4 petites rencontres. Puis je regarde les résultats rapidement. Là, c'est quand même des matchs... le dernier match, c'est un match d'un but, là, mais on parle de victoire de 6-1, 7-4 notamment. En 4 rencontres, Baker, 2 buts, 5 passes. Donc, on amasse beaucoup de points. Est-ce que ces points t'impressionnent? Non, pas vraiment, je te dirais. Par où commencer? Comme toi, Desruisseaux, ça a été le joueur qui m'a le moins impressionné. Je te dirais que dans l'ensemble de son jeu, là, en début de saison puis en milieu de saison, son jeu était relativement correct. Moi, je pense beaucoup que comme tu parlais de Massé puis Desruisseaux, ils profitent un de l'autre, mais lui, je pense beaucoup qu'il profite de jouer avec Parachak puis avec Funk. C'est pas mal ses partners de duo. 2 gars qui ont amassé plus de 100 points cette année. Ils jouent sur le premier powerplay avec Riley Height puis Cone Zimmer. 2 gars qui ont fait quasiment. Riley Height a fait à haut 100 points, puis Cone Zimmer, c'est un joueur quand même assez complet. Moi, je pense beaucoup qu'il profite de jouer avec cette panoplie de joueurs offensifs-là pour faire des points. Je dirais que son jeu défensif, il n'est vraiment pas à point. Pour un joueur de centre, quand tu es le premier à sortir de ta zone, je trouve ça assez désolant. Jamais présent pour aider ses défenseurs. Manque d'intensité. Puis aucun, ses replis sont lents. Bizarrement, il joue sur un piqué où il n'y a même pas de l'air à savoir qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse sur le piqué. Il fait des vidéos, même pas d'intensité de breaker, à revenir en accélération, je fais une demi-lune en avant du joueur. Aucune volonté, on dirait. Point positif, son jeu en zone offensive. Son one-timer en powerplay, il est présent, puis souvent, il marque de cette façon-là. Il a une bonne vision du jeu en général, mais je comprends les failles puis le fait qu'il n'a pas été repêché. Je pense que ça en dit gros. Pourquoi justement il n'a pas été repêché. Ouais, ta description, là, lui, c'est vraiment bizarre parce qu'il a évolué dans la Tchéquie, là, en Suède, au U20 pendant le temps des fêtes. Puis moi, j'avais tripé ce joueur-là au U20, mais j'ai jamais été capable de retrouver cet amour-là en club à Prince-Georges avec les Cougars. J'ai essayé, mais la description que tu fais, là, c'est ce que je pense également, là, sur Baker. Sa seule utilité qui était vraiment, que j'ai oublié de dire, ce qui était en saison régulière, c'était vraiment le centre de premier trio. C'est vraiment, lui et Riley Height, c'est 2 centres, là, mais Beecher, il était vraiment utilisé sur des grosses mises en jeu. Puis en playoff, il a fait face à Berkeley Catton toutes les playoffs. Puis ça a été des soirées de misère au cercle des mises en jeu. Là. Ça a été un 12 en 29 puis un 8 en 20, les matchs que j'ai écoutés. C'était rien pour l'aider. Là. Intéressant. Puis, je ne suis pas super tête ces commentaires. Mais Memo, tantôt, Fred nous parlait de Desruisseaux. Selon Memo, notre chum Memo, Desruisseaux, c'est un Riley Kidney 2.0. Puis, je pense que tantôt, quand je parlais de Lushenko, puis je déteste pas sans comparaison, il voyait un Easton Cowan. Comparé, je déteste pas ça. C'est une belle comparaison. Je déteste pas ça. J'aurais pas pensé, mais je déteste pas ça. Je comprends ce que tu veux dire pour Riley Kidney, dans le sens que tu le mets où Riley Kidney, il est vraiment assez solide sur un top 6? Il est correct pour jouer ça? Il est comme in between un peu. Là. Je comprends ce que tu veux dire. 100%. Donc voilà ça, Andre Baker. Attends un peu, Brabant. Attends un peu. Est-ce que Baker est sur ta Hartford list? Je sais pas. Et laisse-moi encore un peu de temps. J'ai encore du temps pour le checker aller durant ces playoffs, mais disons que je donne pas cher de sa peau. OK, intéressant. Fred, BBC contre Michigan? C'est encore 1-0. Il reste 40 secondes à la première période. T'as-tu au chapitre des tirs? T'as-tu les tirs à ta... Non, il n'est pas écrit.
OK. De mon côté, le prochain joueur que je vais vous parler, là, on sort des sentiers battus en tabarouette aussi. Je vais vous parler du défenseur des Wildcats de Moncton, Adam Fortier-Gendron. Puis pourquoi je dis on sort des sentiers battus, mais c'est parce que il n'est pas classé, en fait. Il est né en janvier 2026, donc il est disponible au prochain repêchage, mais il n'est pas classé. Puis je voulais vous en parler parce que c'est un défenseur que j'aime bien. Donc, un défenseur des Wildcats de Moncton de 6 pieds, 192 livres. On parle d'une production offensive de 28 points en 63 matchs en saison régulière. Puis on l'a dit tantôt, les Wildcats de Moncton se sont fait balayer en 4 rencontres par les Saguenay de Chicoutimi. Pendant ces 4 matchs-là, Adam Fortier-Gendron a amassé 2 mentions d'aide. Puis moi, là, c'est un défenseur que je sais pas pourquoi. Je sais pas, tous les chemins mènent à Rome, hein, mais là, moi, on dirait que dans mon scouting cette année, tous les chemins menaient à Fortier-Gendron. Parce qu'on dirait que sans le vouloir, j'ai comme 12 visionnements de ce gars-là. C'est sûr que j'ai écouté, tu sais, on dirait que quand on écoutait de la Q, mais le match, c'était tout le temps contre Moncton. Puis là, j'ai appris à aimer Adam Fortier-Gendron. Pour lui, je trouvais, par exemple, qu'il n'était pas... il n'était pas dans un contexte favorable pour lui, mais pour se faire voir, là, parce que bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Moncton, tu as E.T. Morin, tu as Oscar Plandowski, tu as Olivier Boutin, qui étaient des défenseurs quand même de premier plan dans la GMQ, c'est que ça l'enlevait beaucoup de temps de glace à Fortier-Gendron, mais ça lui enlevait également de la pression, par exemple. Défenseur très intelligent, pour de vrai, là, on parle, là, écoute, là, je te dis pas que je pense que je suis prêt à dire que Sam Dickinson est meilleur que lui. Je suis pas certain. Non, mais c'est un défenseur qui garde sa game 5. Pour de vrai, là, j'ai énormément de visionnements de fait sur lui. Je l'ai rarement vu faire une erreur. Bonne première passe. Très intelligent. Appuie l'attaque au bon moment. C'est sûr que là, c'est ça, il jouait pas beaucoup de minutes, donc je jouais souvent contre le troisième trio de l'autre côté. Là, ça, c'est un point que je prends en considération beaucoup. Mais tu sais, là, moi, j'arrive en 6-7e ronde. Là, pourquoi pas? Pourquoi pas tenter le coup d'Adam Fortier-Gendron? Parce que pour vrai, il y a des compétences qu'on recherche là, parmi des défenseurs au prochain niveau. Il est bon dans tout, excellent dans rien. Il y avait un spot sur le deuxième avantage numérique. Il y avait un spot sur le deuxième désavantage numérique. Performe dans les 3 zones, performe sur les unités spéciales. Je l'aime bien. J'ai de la misère à le projeter. Là, j'ai de la misère à vous trouver un rôle, une comparaison dans la Ligue nationale. Mais je voulais vous en parler. Adam Fortier-Gendron des Wildcats de Moncton. À 12 visionnements, si tu ne l'aimes pas, tu as un petit problème. C'est ça. Non, mais tu sais, avant d'avoir la plateforme, on écoutait des matchs complets, tu sais. Ouais. Fait que souvent, quelqu'un... Puis je sais pas, man, j'écoutais Bécomo. Bécomo, on avait beaucoup d'espoir. Je pense, tu sais, Bécomo, c'est Moncton, OK. On va checker. Puis là, j'avais checké les espoirs qui étaient disponibles pour le prochain repêchage. Ah oui, c'est vrai, mon Adam, il est là. On va checker mon Adam. Les Sags, c'était la même chose. Bref. Mais, puis, vers la mi-saison, là... il était classé, par exemple. Il a déjà été classé là, par la centrale de recrutement de la Ligue nationale là, dans des choix très lointains. Là, il a débarqué. J'ai été surpris de voir ça quand même. Mais ouais, je vois un certain potentiel en lui. Dans tes visionnements, as-tu des visionnements récents versus peut-être début de saison? Peut-être que tu vois quand même. Ben, tu sais, là, j'ai écouté ces séries éliminatoires contre les Sags. Puis, ouais, c'est un joueur que j'ai des visionnements là, début de saison, mi-saison. Fin de saison, on s'était perdu un peu, lui et moi, mais on s'est retrouvés en série. Tu vas être gâté, tu vas pas te faire un peu de plaisir en checkant les Sags contre le Cap-Breton. Ouais, ben oui, Thomas.
Mais je voulais dire de quoi aussi sur Adam. Ouais, puis je m'attends à avoir une grosse saison d'Adam Fortier-Gendron l'année prochaine. Je pense qu'il y a des gros défenseurs des Wildcats là, qui vont partir là, chez les professionnels. Ils devraient avoir plus de temps de jeu. Donc voilà, là par exemple, là, Adam, je parlerai plus de toi d'ici la fin de l'année. Là. Ne m'en veux pas, s'il vous plaît. Mais on va peut-être se retrouver l'année prochaine parce que tu seras peut-être pas repêché. Puis on va parler de toi comme un espoir overage en 2025, en 2024-2025. Hey, on a passé beaucoup de temps sur Adam. Ouais, on quand tombe même. des gros, là, par contre. Ouais, là, c'est. Ouais. Ah ouais, ben oui, Colin, je viens de voir. Le dernier joueur que Fred va nous parler, ben c'est son boy. Hein? Moi, je pense que TJ Ginla, c'est mon boy. Mais Beckett Seneke, c'est le boy de Fred. Ouais, je pense que oui. Fred nous l'a dit, Beckett Seneke va mesurer 6 pieds 4. Il va peser 225 livres. Non, je ne me rappelle plus c'est quoi ce... 200 tu disais. Mais ouais, c'est pas loin. That's it. Generals d'Oshawa, un ailier droit, en ce moment 6 pieds 2, 180 livres. C'est un espoir de qualité. Là, pour de vrai, le Fred l'aime beaucoup, mais je pense que Brabin et moi, nous l'aimons également. Ouais. En ce moment, il est classé 15e là, par la centrale de recrutement de la Ligue nationale. 68 points en 63 matchs cette saison. Les Generals d'Oshawa ont éliminé les Colts de Barrie en 6 rencontres. Beckett Seneke en a profité pour marquer 3 buts, amasser 4 passes pour un total de 7 points et quand même un impressionnant total de 15 minutes de punition. Mm-hmm. Je ne sais pas si c'est un 15 minutes de punition qu'il a pris sur une séquence. Là. Des fois, ça l'arrive. Je ne sais pas si Fred, tu peux nous répondre. Non, mais je veux t'entendre. Ouais, il y a des punitions là-dedans. Il y en a des corrects, il y en a que j'ai moins aimé, disons, mais rien de dramatique. Juste une petite correction en passant au niveau de sa grandeur. Il est 6 pieds 3. 6 pieds 3, 178. Sur Elite Prospect, il y a une erreur. Puis j'en profite en même temps. C'est Elite Prospect qui les ont du début de saison. Fait ouais, exact, c'est ça. Puis, j'en profite pour rappeler aux gens qui nous écoutent, si jamais vous êtes intéressés, on a fait une entrevue avec Beckett Seneke. Épisode 7 de Street Scout. Let's go. Bon, pour les gens qui ne nous regardent pas sur YouTube, mais qui nous écoutent sur Spotify ou peu importe à l'audio, moi, quand je parle de Beckett Seneke, j'ai tendance à avoir un gros sourire. OK? Parce que c'est du bon. Il y a du bonbon à regarder. C'est pas compliqué, là. Je veux dire, je l'ai regardé, ça fait différentes fois que je le regarde, puis on dirait qu'à chaque fois, je l'aime encore plus. Il me montre des éléments de son jeu que, tu sais, des fois, je suis pas certain. Ou... Non, écoute, ces matchs en série, tu sais, tantôt, je parlais que, mettons, Thomas Desruisseaux, il y a 8 points, 4 matchs, puis si on compare au niveau statistique, Seneke a juste 7 points en 6 parties. Hey, mais allez regarder ces points. Allez juste regarder ces 3 buts. Ces débuts, là, insane. De un, OK, son premier, ou je ne sais plus l'ordre, mais bref, le premier que j'ai regardé, il crée un revirement en zone centrale, il réussit à retrouver la rondelle, il fait une feinte pour mettre le gardien à terre, tire du revers dans le haut de la lucarne. Il fait la même chose après ça, un autre match, prolongation, but gagnant. Et son troisième, c'est un but en avantage numérique, dans le crease, tir sur réception. Je pourrais t'en parler pendant comme 3 heures, je pense, là, parce qu'il me fait capoter. Puis c'est parce que l'affaire, c'est que Seneke, c'est pas un joueur qui est intéressant à regarder juste d'un point de vue statistique. Parce que honnêtement, c'est quand même pas mauvais. Là. 7 points. Non. Il est deuxième meilleur pointeur de son équipe. Le premier, c'est Callum Ritchie, qui en a 8. Callum Ritchie est drafté 27e l'année dernière par le Colorado. Mais Seneke, c'est tous les éléments autres que d'un point de vue strictement offensif qu'il va apporter. Quand il n'y a pas la rondelle, dans le fond, parce que oui, quand il y a la rondelle, il y a un très bon tir, etc. Mais quand il n'y a pas la rondelle, tu vas le voir se salir le nez. Il n'a pas peur d'aller vraiment dans la zone, dans le crease, essayer de lever des bâtons pour faire des revirements. Défensivement, il est super solide. Franchement, j'ai vraiment hâte de le voir jouer contre Ottawa, voir comment ça va aller. Puis, tu sais, d'un point de vue statistique, il y a une saison correcte, mais c'est parce que
son temps de jeu a vraiment augmenté aussi durant la saison. Il n'était pas sur le premier trio. Je ne sais plus quand est-ce qu'il a été switché, là, mais il n'était pas. J'ai vu des matchs qui étaient en bas de 15 minutes. Durant les séries, il devait avoir une moyenne d'autour de. Il y a un match en prolongation, là, mais il tournait autour du 20 minutes. Donc, ouais, non, Beckett Seneca, guys, puis les gens qui nous écoutent, allez le voir, regardez-le. Si vous avez la chance de regarder des matchs contre Ottawa, ça vaut la peine. Mettons là, que tu oublies toutes les listes des experts qui existent, puis tu prends la liste à toi, Fred. Là. Beckett Seneca, tu le classes où? Il n'est pas dans mon top 13, mais il va sortir dans ma liste entre genre 14 et. Peut-être 14, on verra. Mais entre 14 et 20. Intéressant. Mais, ouais, sport de qualité. Là. Je ne répéterai pas tout ce que tu as dit. Là. Mais oui, c'est un joueur qui joue une game pro. Tu sais, là, Ouais. moi, c'est quand ce joueur-là, puis ça, c'est pas beaucoup de mots, là, mais ça veut tellement dire. Là. Ouais. C'est une projection qui se fait facilement au prochain niveau. Non, je partage ton admiration pour ce joueur. Pour répondre à la question de Beckett. Yes, vas-y. Production dans la Ligue nationale de hockey pour Beckett. Oh, là. Moi, je me mouille jamais sur des productions offensives. C'est tough, la production. Je veux dire, ça dépend où. De un, c'est parce qu'il y a beaucoup de facteurs, puis c'est pour ça que je mentionnais aux gens d'aller regarder le podcast numéro 7, parce qu'on parle de sa grandeur, de sa poussée de croissance. Beckett Seneca, à 6 pieds 3, 178 livres, s'il reste comme ça, ce ne sera pas le même joueur que le potentiel qu'il peut avoir à 6 pieds 4, 210 livres. Fait que, je veux dire, c'est un monde de différence après ça d'un point de vue production. Fait que, on n'a pas le choix d'attendre, surtout dans son cas, qu'il finisse sa poussée de croissance. Réponse de politicien, là, mais ouais. Hey, Brass, t'es parti? Non, c'est ma caméra qui. Ma caméra qui. Ah, il est parti. Il est back. Hein, t'as eu peur, madame? Je suis là, c'est quoi que vous disiez, cette guitare? Oh, c'est rendu. Je pense qu'on a parlé de Seneca. Là, on a fini le podcast. Et... C'est ça? Ah, non. Bonne soirée! Est-ce que c'était complet pour notre. C'est complet pour Beckett Seneca. Seneca! La maison Seneca. Seneca. J'ai quand même eu un petit peu peur si ma caméra c'est là. Je vais juste me reprendre un peu. OK. Puis je suis content que ça soit quelqu'un d'autre que moi qui va parler de mon amour. De mon amour de tous les jours. Tidge Iginla, des Rockets de Kelowna. My man. Tidge Iginla, qui est le numéro 2 sur ma liste. Hein? Celebrini est lock numéro 1. Iginla est lock numéro 2. Attaquant des Rockets de Kelowna, 6 pieds et 185 livres. Ça a dû également. Je pense que les prochaines fois, je vais prendre le gabarit selon la NHL sur leur liste. Plus à jour. Les gabarits sont plus à jour. Iginla, 11e par la centrale de recrutement de la Ligue nationale pour les patineurs nord-américains. Cette saison, à Kelowna, en 64 matchs, 84 points, dont 47 buts. En séries éliminatoires, les Rockets ont battu Wenatchee en 6 rencontres, 8 buts, 3 passes, 11 points. Et puis moi, ça fait longtemps là, que je veux juste faire une petite précision. Là, ça fait longtemps que j'ai Iginla deuxième sur ma liste. Quand je le vois performer comme ça en série, je me dis man, I love you, my man. I love you. Vas-y, vraiment, parle-moi de mon homme. Ben, man, pour de vrai, deuxième, je te trouve plus autant audacieux que je te trouvais. Pour de vrai, c'est un joueur impressionnant. Tu le vois sur toutes les séquences, en fait. T'es pas capable d'y trouver un défaut parce qu'il fait tout bien. Son jeu défensif,
il est pas à la perfection, mais il fait ce qu'il faut, puis il fait pas d'erreur. Je trouve que en relance, là, il est tellement... son hockey sense, il est tellement haut qu'il est déjà genre 2 jeux d'avance sur ce qui va se passer. J'ai vu des séquences, là, tu voyais le jeu s'aligner, puis tu voyais déjà que Higgin-là, il était déjà 2 steps en avant de tout le monde. Puis il finissait qu'il partait en échappée, puis son tir, ben c'est un tir... c'est un tir élite, pour de vrai. C'est clairement un tir élite. Oui! Ah, mais c'est impressionnant, son intensité. Je trouve vraiment que c'est... il a de l'air d'un... Je sens que ça va être un bon leader, ça. Je sais que tu parlais de Dickinson avec sa prestance, mais lui, sa prestance sur la patinoire est impressionnante. Il a de l'air, il dégage l'assurance. Il va scorer des buts de toutes les façons, sans que ça soit des buts fancy, tout le temps bien positionné. Si il va prendre un retour de lancer parce qu'il est bien positionné, ou sinon, ça va être un tir du poignet foudroyant. Il va travailler dans le coin, aller chercher des rondelles. Pour de vrai, il fait tout parfait. Son coup de patin, c'est un des coups de patin les plus élégants. Puis en puissance. Il est vraiment élégant, puissant. Puis il a une belle mobilité. Pour de vrai, je le trouve super beau à voir patiner. Son éthique de travail, pour de vrai, je ne trouve pas beaucoup de défauts dans son éthique de travail. Puis ça représente très bien ses playoffs en ce moment. Là. Il fait des bonnes mises en échec. Il est intense. Puis c'est le seul de son équipe qui n'a pas pogné de punition encore en playoff. C'est intéressant. Il fait du très bon travail. Ouais. Puis, moi, ma liste, là, je la classe pas nécessairement de cette façon-là. Là. Mais Higgin, là, moi, il est numéro 2 sur ma liste, mais c'est également pour moi le deuxième joueur qui est le plus près de la Ligue nationale en ce moment. Dans ce repêchage-là. Derrière Celebrini, évidemment. Puis, tu sais, là, regardez des matchs de lui là, l'année dernière, là, c'est sûr que tous les joueurs là, s'améliorent de 16 à 17 ans, là, mais sa progression est fulgurante depuis l'année passée. Puis, c'est grosse fin de saison, puis là, prend encore un step en série. Ah, mais tous les matchs que j'ai vus, autant en début, en milieu, le match des espoirs, les playoffs, il fait que impressionner, en fait. Il n'y a pas un match que je me suis dit, match moyen. Tu sais, son match moyen, là, c'est des cotes. Mettons, moi, je marche en B, B+, A. Puis c'est tout sa plus basse note, je pense que c'est un B+, que j'ai. Puis, tu sais, B+, égale quand même à un 7.5 sur 10, peut-être. Ça, c'est une game moyenne pour lui, là. C'est une game pas terrible. J'ai une question pour vous, les gars. Y a un joueur qui a eu une plus belle progression dans les derniers mois que Higgin là? Il me semble que... J'y pense, là, mettons en première ronde, là, les tops. Pas Dickinson. En première ronde. Non, je ne penserais pas. Non, mais la question est fucking intéressante. Je pourrais passer, mettons, peut-être un Ziv Bouyoum. Un Ziv Bouyoum qui en a eu une bonne aussi. Mais tu sais, ça se compare. Je ne pourrais pas dire meilleur que Higgin là. Ça se compare peut-être un petit peu, mais Higgin là, c'est quelque chose c'est quelque chose de solide. Là. On a quelque chose de solide. Là. Non, je dirais Higgin là. Tu sais, puis Higgin là, puis je pense qu'on pourrait le voir selon les listes des différents experts. Là, en début de saison, Higgin là n'était pas. Je veux pas m'avancer là, parce que j'ai pas la certitude, là, mais n'était pas là, dans les tops de la première ronde. Là. Non, c'est ça. Je me souviens, j'avais écouté une couple de podcasts à l'époque, puis il n'était pas top 20. Là. Fait que c'est pour ça que, écoute, je vois des gens présentement qui le classent deuxième. Fait que, non, mais pense à un joueur qui, en début de saison, n'était même pas considéré dans le top 5, puis là, qu'on en discute à ce rang-là, c'est quelque chose. Mais, non, il est fucking intéressant pour de vrai. Pour votre info, j'ai regardé le guide média sur le site de Kelowna, puis en date du 7 avril, il mesure 6 pieds, 186 livres.
Intéressant, Belle shape. merci. Très belle Merci. shape. Puis on a notre chum Memo qui mentionne plein de belles musiques à mes oreilles, mentionnant qu'Iginla a un potentiel infini. Je suis d'accord. Puis qu'il a l'impression qu'il peut en donner plus physiquement. Je peux être d'accord. Oui, je peux être d'accord. Je le vois vraiment. Ça va être un power forward, man. Il va être meilleur que son père. Oh, pas si. Non, C'est rough, ça. Non, Un autre non, take, non. c'est bon, ça, OK. Mais Il pourrait. Ouais, il pourrait. Ah Puis ouais. Memo, il mentionne également que c'est le meilleur joueur en 1 contre 1 du repêchage selon lui. Combiné à son tir, et Ginla, c'est tout un joueur. C'est. Oui. Oui. Tu sais, des fois, on dit bon dans tout, excellent dans rien, mais lui, il est bon dans Excellent dans rien, tout. il est excellent dans tout, man. C'est Ginla. Good. j'ai-tu bien. Ça t'a satisfait comme observation, Brass? Ouais. La seule affaire que je trouve plate avec Ted Higgin-là, c'est que, tu sais, là, puis, tu sais, Brabant, on s'en parlait souvent off-cam. Moi, j'ai mis Higgin-là deuxième, là, avant tout le monde. C'est ça qui me fait chier, Ouais. câlisse. Fait tu sais, là, je vais arriver dans. Tu sais, moi, j'allais en faire un gros statement, genre, allez chier, c'est moi qui ai raison. Ah, Mais, il a dit. Ouais. mais voilà. Un peu à la Snake qui avait classé Trevor Connolly deuxième. Là. Ouais, ça, par exemple, là, mais on verra. Parce que c'est vrai que, tu sais, je regardais, puis c'est drôle que tu dises ça, Fred, parce que je regardais tantôt, puis Connolly, là, il est sur un pace. C'est sûr que là, il y a un an de plus que Celebrini l'année passée, mais il est sur le même genre de pace au niveau des points dans sa saison USHL versus la saison USHL de Celebrini l'année passée. Okay. Puis, tu sais, ce qu'on critique de Connolly, c'était son 160 livres. Là. Ben, on critique d'autres choses aussi, mais en gros, c'est son gabarit. Fait que je sais pas. Mais si un jour, il se décide de manger des épinards, puis son brocoli, puis des choux-fleurs, puis de mettre du muscle sur sa charpente, ça peut devenir un espoir vraiment intéressant. Fait que je peux comprendre. Le numéro 2, je le partage pas, là, mais je peux comprendre que Trevor Connolly soit monté Jiggin-là, par exemple. Tu sais, là, je peux. Ouais, voilà. Ouais. C'était qui, Brass, ton dernier joueur qui a été analysé? Bon, il y en a un qui est tanné de parler des Guin là, qu'on laisse. C'est pas ça que je pense, man! Le dernier joueur de la soirée, c'est Caden Lidstrom. Puis on était content, Caden Lidstrom, là, je regarde rapidement, là, son dernier match avant son retour au jeu était le 16 décembre. Puis il est revenu au jeu pour la série des Tigers de Medicine Hat contre les Rebels de Red Deer. En tout cas, pour le petit portrait, Caden Lidstrom, un attaquant de 6 pieds 4, 216 livres, qui est classé au 3e rang. Là. C'est un espoir de top qualité par la centrale de recrutement de la Ligue nationale. Toujours cette saison, en 32 matchs à Medicine Hat, 46 points, dont 27 buts en 32 matchs. Très intéressant. En série, il a joué 4 rencontres. Son équipe s'est fait éliminer en 5 matchs, mais il a joué 4 de celles-ci. 1 but, 1 passe. J'étais content de voir Caden Lidstrom parce que ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Puis je me rappelle, Brabant, dans nos derniers visionnements de lui, on l'aimait vraiment beaucoup. On l'aimait vraiment beaucoup. J'étais curieux de le voir en playoff. Puis là, je me sens un peu mal parce qu'il m'a déçu. Dans mes visionnements que j'ai fait de lui en série, il m'a déçu. Je ne sais pas à quel point je dois mettre ça sur la faute de son inaction, de son inactivité des derniers mois. Fait là, je suis un peu mêlé dans tout ça. Parce que j'ai observé un coup de patin, un moins bon coup de patin. J'allais chercher un beau mot, là, mais un moins bon coup de patin. Je le trouvais moins intense. Moi, ce que j'aimais de Caden Lidstrom, c'est que il était très impliqué dans le jeu. Il était souvent près de la rondelle, dérangeait l'adversaire. C'était un gars qui aimait ça, jouer du bâton. Là, on dirait que j'ai perdu un petit peu cette flamme-là en séries éliminatoires. Je suis prêt à le mettre. Je suis prêt à mettre ça sur la faute de sa blessure.
parce que j'ai écouté son dernier match des séries. Bon, le match qui ont éliminé malheureusement Medicine Hat. Puis, en tout cas, ça a été son meilleur match de sa série contre Red Deer. Ça fait que là, on verra. J'aimerais ça le voir au U18 pour le Canada parce que j'aimerais ça compléter mon évaluation sur lui parce que là, ça m'a amené des petits points d'interrogation, les derniers matchs que j'ai visionnés sur Caden Lidstrom. Ouais. Puis tu sais, ce qui est dur avec Caden Lidstrom, c'est que tu regardes les Tigers de Medicine Hat, puis ton œil, il dévie tout le temps pour aller voir Gavin McKenna. Tu sais, là. Puis Gavin McKenna, a écrasé, ben, je ne veux pas dire écrasé, là, mais Gavin McKenna en série, là, c'était du 23, du 24, du 25 minutes par match. Ce qui enlevait là, des minutes de qualité à Caden Lidstrom. Là, Lidstrom, il a joué c'était du 16, du 17 minutes, ce qui est bon quand même. Mais Medicine Hat, c'était une grosse surprise aussi, leur élimination. Là-dedans, tu avais Andrew Basha, Thomas Merzic, Caden Lidstrom, Gavin McKenna. C'est sûr que ce n'est pas des joueurs qui sont au top de leur potentiel junior, là, parce que c'est tous des joueurs qui sont admissibles au prochain repêchage. Puis McKenna, c'est en 2026. Même à ça, McKenna, ses stats sont incroyables. Ouais, c'est ça. C'est un joueur phénoménal. Fait que c'est ça. Il me déçu un peu, puis on dirait que j'ai de la misère à bien vous l'évaluer parce que cette saison, j'ai vu 2 Caden Lidstrom complètement différents. Ouais, voilà. Puis je me rappelle en début de saison, avant sa blessure, là, on parle de décembre, novembre, etc. Je l'avais vraiment haut sur ma liste. Là. Je l'avais top 5. Je me rappelle pas vraiment, je l'avais où au mi-saison, par exemple. Mais si, mettons, la saison s'arrêterait aujourd'hui, là, je me questionnerais beaucoup là, sur un potentiel recul là, de Caden Lidstrom sur ma liste. Je sais pas, vous autres, les gars, je sais pas si vous l'avez vu jouer depuis le retour de sa blessure. Ouais. Là, je suis vraiment intéressé à vous entendre là-dessus. Là. Moi, je vais commencer. J'attendais vraiment avec impatience ton analyse parce que j'ai pas eu la chance de le voir récemment. Puis moi aussi, en décembre, moi sur ma liste, j'étais en amour avec. Là. Je veux dire, je l'avais deuxième. Je l'avais juste en arrière de Cyril Bruni. Puis plus proche de 1 que de 3 parce que la façon que je le voyais, tu sais, quand tu repêches un joueur, c'est quoi ton rêve? C'est quoi ton package de joueurs que tu voudrais avoir? Si tu peux avoir une bonne shape, ce serait parfait. Lidstrom, c'est ça. Il peut frapper. Il a des habiletés au niveau offensif. Il a un très bon tir. Il joue bien défensivement aussi. C'est pas comme un Mishkov qui se faisait critiquer l'année dernière, par exemple. C'est pour ça que je l'avais tellement haut en estime. Mais là, c'est un peu plus difficile. Là. Brass, tu l'as vu, toi, dans ces dernières parties? Ouais. Moi, ça? Ouais, j'ai checké aussi sa série. J'ai pas checké tous les matchs, mais j'ai checké le dernier comme Simon. Oui, j'ai trouvé qu'il y avait une petite. Il y avait une amélioration sur ses débuts de playoff. Ça, je peux comprendre que quand ça fait 2-3 mois que tu n'as pas joué, tu reviens en selle, puis c'est sûr que c'est dur quand même. Je me rappelle pas de qui on parlait. Je pense que c'était Miettinen qu'on disait qu'il avait fait le saut en Amérique du Nord. Miettinen, c'est une bonne progression tantôt pour la question de Fred. Là. Okay. Mais tu sais, c'était un peu le même principe. Tu reviens de 2-3 mois de blessure, puis tu reviens en playoff. Tu sais, je pense que mettons, je l'avais 7e. Ces playoffs me font douter de le descendre, oui. Je l'avais. Oui, hein? Ah, je ne sais pas où tu l'avais. Moi, j'ai juste ma liste. Non, il n'y a pas de c'est bien correct. 7e, je te dirais que je suis peut-être encore à l'aise. Mais il va falloir qu'au U18, il m'en monte un petit peu plus que ça. Parce que oui, ça m'a mis des points d'interrogation. Moi aussi, son implication, je la trouvais pas mal moins rapide. Avant ça, il était à point. Là, il était vraiment présent. Puis là, je le trouvais tout un petit peu retard. Moins intense un petit peu. Puis ça m'a fait douter aussi un petit peu. Mais tu sais, est-il revenu à 100%? Le gars, là, c'est son année de draft. Il a joué en décembre.
il a peut-être poussé la note un peu pour revenir parce que là, lui, il faut qu'il se fasse voir par les dépisteurs de la nationale. Comme tu dis, il n'a pas tout fait les matchs. Fait que peut-être qu'il y a un match que genre il n'était pas capable. Ouais. Mais en même temps, moi, ça m'inquiète, ça, les gars, parce que c'est pas comme si. Ça fait quoi, 1 mois et demi peut-être qu'on s'attendait à ce qu'il revienne au jeu. Puis là, ça a progressé. Puis mais là, c'était quand même. S'il n'est pas à 100%, s'il n'a pas été à 100% dans les playoffs, ça m'inquiète. Mais tu sais, je ne sais pas son opération, parce que dans le fond, il y a eu 2 blessures. Au même moment, il s'est blessé au dos puis il s'est blessé à la main. J'ai fait un petit peu de recherche, pas tant que ça. Il s'est fait opérer, mais je ne sais pas à quel, si c'est à la main ou au dos. J'imagine que ça doit être à la main parce qu'au dos, selon moi, il ne serait pas revenu de la saison. Mais tu sais, ça pourrait. Peut-être que son opération à la main, ça dépend c'était quoi. Je ne sais pas c'était quoi, qu'est-ce qui s'avait blessé en tant que tel. Okay. Mais tu sais, c'est peut-être qu'il est revenu trop tôt. Ça se peut très bien. Notre chum Memo qui nous ramène dans le passé en disant qu'il n'avait pas tant aimé son Lincoln Gretzky, Brabant, on ne l'avait pas tant aimé non plus, nous autres. Non plus. Puis qui mentionne aussi, toujours selon pour Kaden Lidstrom, que son coup de patin et son IQ stressent un peu Memo. Là, Memo respire un peu. Là. Il ne soit pas stressé pour ça quand même. Puis il pense qu'il va finir à l'aile. Selon Memo, les gars au gros physique junior, ça le stresse un peu. Voyons, Memo, calme-toi. C'est correct, c'est juste du hockey. Puis souvent, les joueurs à gros gabarit juniors ont de la misère à s'ajouter dans la Ligue nationale. Moi, je vais bifurquer un peu sur ce qu'il a dit. Moi, les gros joueurs qui sont forts physiquement juniors, la projection que je fais, il faut tout le temps que je prenne en considération. Souvent, le gars de 6 pieds 3, 6 pieds 4, junior, va dominer, va faire beaucoup de points parce qu'il est plus gros et qu'il est plus fort que tout le monde. Puis souvent, parfois, c'est des joueurs qui atteignent juste leur maturité physique plus tôt que les autres. Fait que là, quand ils arrivent dans la NHL, mais cet avantage-là n'est plus. Tu sais, rapidement, je pense à Colby Barlow l'année passée, que je trouve que. Puis je ne dis pas que c'est un mauvais espoir, là. J'aime encore Colby Barlow, mais c'est un joueur qui dominait vraiment par sa force physique junior. Puis j'ai des doutes qu'il va pouvoir dominer autant dans la Ligue nationale, mais également, tu as l'autre exemple. Rapidement, j'ai un Mason McTavish qui a dominé junior par sa force physique, puis que ça va être un esti joueur de hockey. Mais tu sais, c'est tout le temps, ça a tout le temps été quelque chose que je me suis questionné. Là, par rapport au centre, Lindstrom, juste pour votre information, par rapport aux mises au jeu, il a fini avec 55% cette année. Pas de mauvaise bon. Ouais. Intéressant. Ah, merci Fred pour cette information-là. Donc voilà pour Kaden Lidstrom. Ah, j'ai hâte de faire mon top 32 final. J'ai vraiment hâte. Ouais, aussi. Fait que voilà, on vous a parlé de 12 espoirs admissibles au prochain repêchage pour la Ligue nationale. Hein. On a parlé du potentiel deuxième choix et on a parlé de Adam Fortier-Gendron. On vous dresse des portraits de toutes sortes d'espoirs chez Street Scout et on espère que ça vous plaît. Comme la semaine passée, les gars, je vous ai préparé un 5, lui ou lui. Hein? Donc, voilà. Puis si Memo, tu es encore ici à nous autres, là, j'aimerais ça que tu répondes. Mais Memo qui nous dit merci les gars, c'était bien fun. Reste un peu avec nous autres, mon chum. On n'a pas encore terminé à 100%. C'est ça, c'est que si Memo, tu veux répondre à mes choix de lui ou lui, il faut trouver un autre nom. C'est dégueulasse comme nom. Ouais, avec une petite musique. Là, moi, je vais avec la simplicité, mon homme, c'est parfait de même. Lui ou lui? Lui ou lui? Mais ça nous prendrait un petit thème, genre lui ou lui? Ouais, ça va. Je pense que je vais m'enregistrer et je vais faire un, les gars, c'est correct. Ouais. Brabant, ça fait longtemps. Puis là, je dis tout le temps Brabant, c'est parce que Fred s'est joint à nous sur le tard. Là. Je veux pas que tu te sentes à part, Fred, vraiment pas. Si c'est le cas, je suis vraiment désolé. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de la USHL. Hein? Tu t'en rappelles, on a été une couple de semaines, une couple de mois, une couple de semaines plutôt, qu'on parlait beaucoup de la USHL. Je te ramène en USHL. Okay. Fait que là, je te ramène dans tes pensées. Mes amours. Ouais. Donc, est-ce que tu prends
Michael Haig ou John Mustard? Oh. On parle d'espoirs ici là, qui sont classés dans les mêmes environs. Là. Ouais. Ouais, il y en a un que je vois quand même son plafond plus haut que l'autre, mais son plancher plus bas. Je pense que je vais y aller. On sait que Memo, il va être John Mustard, là, mais je Ouais, pense ben, qu'il est parti. c'était sûr à 100% qu'elle allait aller avec John Mustard. Mais moi, je pense que je vais y aller avec Michael Haig. Juste parce que je pense qu'offensivement, il est une coche au-dessus de John Mustard. Tout simplement. Toi, Fred, c'est-tu deux joueurs avec qui tu es familier? Je ne les ai pas tant regardés, mais moi aussi, je serais allé avec Age. Honnêtement. Mais, Mustard, mais Mustard, il est surprenant, par exemple. C'est ça qui est, il est méconnu un petit peu du scouting que le monde font juste y aller. Qui vont pas en profondeur, mettons. Là. Ouais. Mais c'est pas facile comme choix. Là. Mustard, c'est quand même assez complet comme joueur. Il fait sa marque beaucoup, mais je pense qu'offensivement, Hag est une petite coche en haut de Mustard. De mon côté, moi, je vais y aller pour John Mustard. Ça, c'était sûr, certain. Là, le prochain, c'est facile, là, surtout avec ce qu'on vient de dire depuis dans les dernières minutes. Là, j'avais Caden Lidstrom ou Tidge Higgin là. Le choix est facile, c'est TJ Higgin là. Mais si le choix est mettons, facile. là, prenons le Lidstrom de décembre. moi, je prends le Lidstrom de décembre. Yes, sir. Moi, je prends TJ Higgin. Intéressant. Moi, je prends TJ Higgin là. Pour pas plusieurs raisons, en fait, non. Je dirais pas pour plusieurs raisons, mais je trouve que la progression de TJ là est vraiment, vraiment, vraiment intéressante. Ouais. Son tir, il est élite. Lidstrom, il est bon partout, puis c'est surtout sa shape qui fait rêver beaucoup. Mais les talents offensifs de Higgin, moi, je pense qu'offensivement, Higgin là a plus de talent offensif. Oui. Mais c'est ça. Je pense que c'est vraiment la shape de Lidstrom qui fait envier beaucoup d'équipes. Et non le côté de talent, je pense qu'Higgin là, il n'a plus. Mais encore là, c'est ça dépend qu'est-ce qu'on analyse de ces deux joueurs-là. Parce que, mettons, moi, Lindstrom, tu le mets avec Bédard, me semble, puis c'est comme ça se complète. Ça viendrait se complémenter un peu parce que, mettons, les gars qui font du simulé, là, vous allez comprendre ce que je veux dire, mais tu as tellement de cotes d'un joueur, tu as le passing, tu as le scoring, ok, fine. Là-dessus, oui, il devancerait Lindstrom. Mais Lidstrom, il y a tellement d'autres éléments qui vont être une machine. Ben, en tout cas, je l'espère, là, si on parle de descendre Lidstrom. Fait que moi, c'est le package de Lidstrom qui m'intéresse. Non, c'est intéressant. Ouais. C'est intéressant. Bon, moi, évidemment, vous connaissez mon choix. Le prochain, là, je suis allé, j'essaie de garder, USHL à USHL, les joueurs un peu. Là, on y va un peu pêle-mêle, OK? Prochain, est-ce que tu prends Tarek Parachak ou Egor Sourin? Ça, c'est pour moi que tu as fait ça, hein? C'est parce que tu veux me casser un peu. Là. Quand j'ai fait ce match-up-là, mais c'est ça, on ne connaît pas encore les habitudes de Fred, les joueurs qui aiment vraiment, mais oui, j'étais curieux de t'entendre là-dessus, Bradan, quand même. Je sais que tu aimes les deux. Je vais. Commence, Fred. Je vais juste. Ouais, c'est ça. Parce que moi, Parachak, je ne l'ai pas encore assez vu. Surin, ce que j'aime de lui, c'est sa progression. On parlait des gains là. Surin, c'est un peu dans la même veine, je pense, versus le début de la saison ou ce qui est rendu aujourd'hui. Surtout une année de repêchage, c'est toujours un bon élément à analyser. Okay, il était comment en début de saison? Il était comment l'année dernière? Il est rendu où? Est-ce que c'est un joueur qui a stagné ou qu'à la Higgin-là, il a super bien progressé? Fait que, mais encore là, je n'ai pas assez analysé Parachak, mais Surin, c'est un joueur qui m'intéresserait. Intéressant. Ouais. Moi, les deux m'intéressent beaucoup, en fait. Je suis un peu pogné, je suis un peu mitigé entre les deux. Chacun a leurs forces, leurs faiblesses. Surin, je le trouve beaucoup plus complet que Parachak. Il y a eu des excellentes playoffs en ce moment. Il torche en playoffs. Mais
Parachek, je ne sais pas, il y a un style qui vient me chercher. Son tir, ses mains, son sens du hockey. Puis tu sais, il sort de nulle part. Mais le fait qu'il joue avec une grosse équipe me met peut-être un petit break. Mais je pense que je vais y aller avec Parachek. Mais Intéressant. si j'ai 2 choix de première ronde, les deux j'ai vraiment. Les gars, je vous interromps. C'est rendu 3-0 Boston College. Tabarnak, qu'est-ce que je les haïs, BC, moi, je les Vous manquez le déteste. deuxième, là, mais Gauthier but en breakaway. Très beau but entre les pads. Ouais, Cutter Gauthier, par exemple, c'est mon joueur. Puis Ryan Leonard, le meilleur joueur de cette équipe-là, et de loin. Je l'aime, Ryan Leonard, c'est malade. C'est embêtant, ça, parce que je suis obligé, mais moi, je suis influencé, puis je vais tout le temps l'être, puis c'est le facteur russe. Je le mets en considération. Si Surin est un Canadien qui joue dans la même ligue que Parachak, je prends Surin. Fait que là, j'ai le facteur russe qui joue dans ma tête. La vitesse de Parachak me questionne beaucoup. Là. Fait, en tout cas, malgré le facteur russe, moi, je vais prendre Surin également. Là. Et Surin, c'est pas le joueur que j'ai le plus de visionnement dessus. Je vais compléter mon évaluation de lui là, dans les prochaines semaines. À toutes les fois qu'on le regarde, Brabant, on est impressionné. Ah, moi, les deux, je les adore. C'est vraiment pas un choix facile. Moi, je pense que Surin va apporter plus à une équipe, mais Parachak pourrait clairement être un scoreur de 30-40 buts dans la Ligue nationale. Mais c'est comme. C'est comme. Oui. Quand même 20 points en 14 matchs de playoffs, c'est super intéressant. C'est quoi t'as dit, excuse? Surin, en MHL, il y a 20 points en 14 parties. Deuxième pointeur derrière Demidov, je pense. Wow. Ouais. Mais par contre, il a marqué sa saison régulière, oui, bon, statistiquement, 52 points, 42 matchs, mais 108 minutes de punition. Mais ça, là, si tu regardes attentivement, Fred, là, il y a eu 2 matchs où il a pogné 25 minutes. Ouais. Mais tu sais, c'est... mais moi, j'ai checké beaucoup de matchs. En fait, je l'ai analysé dans les derniers podcasts. Puis, souvent, on dit qu'il... c'est Simon qui m'a fait penser à ça, mais c'est vrai. Lui, à la différence des autres joueurs qui donnent beaucoup de mises en échec, c'est que lui, c'est des mises en échec pour faire mal. C'est des mises en échec qui sont percutantes, mais dans la légalité totale. Ben, visiblement, pas tout le temps dans l'égalité, parce qu'il y a quand même beaucoup de minutes de punition. Mais je te dirais que mettons, je pense que j'ai genre 8, peut-être 8-10 visionnements dessus. Puis je ne l'ai pas vu perdre les pédales aucune fois dans les visionnements que j'ai vus. Peut-être que ça arrive à l'occasion. Mais on va aller voir. C'est sûr qu'on n'a pas le choix d'aller voir au moins les 25. un des 2 matchs où il a pogné 25 minutes de jeu. Voir ce qu'il a fait, tabarnak. Là. C'est ça. Très intéressant. Pas un choix facile. Très intéressant. Le prochain, on revient un petit peu... je ne dirais pas, je veux vous entendre. C'est à votre tour de repêcher. Vous montez sur le stage. Est-ce que vous repêchez Ryder Ritchie ou Cole Baudouin? Ryder Ritchie. Ryder Ritchie. Fred t'a coupé. T'as dit que tu les avais pas vus beaucoup, mais tu prenais... Ah, excuse. Non, je ne les ai pas vus assez. Cole Baudouin, je l'ai vu indirectement. Donc, une opinion favorable dessus. Mais Ritchie, je ne l'ai pas assez regardé présentement. OK, intéressant. Moi, Ritchie, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Je le trouve vraiment complet. Pourrait s'illustrer beaucoup plus sur la feuille de pointage. Mais je suis à l'aise, très à l'aise de prendre Ryder Ritchie. Moi, de mon côté, je vais prendre Cole Baudouin. À cause de ça. Hein? Parce que c'est tous tes styles de joueurs, ça me fait rire.
C'est tout le même profil, là, mettons. C'est vrai. J'étais dans la thématique. À soir. Mais moi, pour moi, c'est Cole Baudouin. Mais je les prends parce qu'au début, je voulais dire 2 joueurs du même style, mais c'est pas vraiment le même style. Mais c'est 2 joueurs qui sont extrêmement responsables, qui sont sensibles à leur jeu dans les 3 zones. Je trouvais, là, c'est pour ça que pour moi, ils se ressemblaient beaucoup, les deux. Puis, mais je suis influencé là, par les séries de Cole Baudouin. Là. Je trouve vraiment qu'il a joué du gros hockey. C'est vraiment un joueur qui peut performer en séries éliminatoires, je pense. Ceci étant dit, là, Ryder Ritchie également. Mais ouais, voilà. J'ai dit Cole Baudouin facilement, aisément de même, mais c'est quand même serré. Là. C'est juste que quand je les ai fait tantôt, là, j'ai juste fait mes choix en même temps. Là. Le prochain va être facile pour notre chum Fred. Puis je suis allé dans 2 continents différents. C'est à ton tour de repêcher. Tu montes sur le stage. Est-ce que tu prends Beckett Seneke ou Émile Hemming? Oh, Seneke. Je le sais, toi, gros. Non, mais... Est-ce que tu prends Beckett Seneke ou Macklin Celebrity? Oh! Non, mais c'est même... Émile Hemming, je ne suis pas tant dessus, honnêtement. Moi non plus, ouais. Je me demandais, j'étais sûr que tu allais prendre Seneka, là, mais je me demandais contre qui tu allais le mettre, puis voir si j'allais hésiter, mais non, pas contre Émile Hemming, désolé. Il n'y a pas de problème. Je trouvais que c'était sans dire, en tout cas en termes de gabarit, c'est 2 gros. Ouais, puis j'aime le lancer des 2. Mais de mon côté également, là, je trouve qu'Émile Hemming, c'est un espoir que j'aimais beaucoup en début de saison. Je l'avais vraiment placé haut en début de saison. Mais plus que la campagne avance, plus que j'ai été déçu. Sauf que j'ai été influencé par son U18, mais on ne doit pas être influencé par un U18 d'un joueur de 17 ans. Juste le fait d'être là était bon. Joue en Liga, pas beaucoup de temps de jeu. Tu sais, je pense pas. Hemming, je pense que c'est pas une saison pour le mettre en valeur tant que mais ça. c'est ça. Tu sais, j'ai répondu vraiment rapidement puis tout, mais c'est parce que la façon dont je le vois, c'est un point de vue progression. Émile Hemming, je n'ai pas tant vu une progression cette année dans son jeu. Il y a même... Seneke, c'est totalement le contraire. Fait c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment facile. Ouais. Moi, j'ai Seneka aussi, là. Mais Bram, je suis pas sûr. Il réfléchit, là. Ouais, c'est ça, il est encore en train de réfléchir. Il est vraiment hâte d'avoir Hemming au U18, là. Parce que Finlande, là, moi, j'ai regardé quand j'ai fini mes 5 joueurs de la semaine passée. Mon 6e que j'ai regardé, c'était Hemming. Puis il a été rétrogradé en 2e division. Puis il est beaucoup, mais beaucoup trop fort pour la 2e division. On parle il est dans la Ligue junior, pas dans la 2e division. Dans la Ligue junior, ouais. Ouais. On parle de genre, ça c'était 18 points en 10 games. Il était en playoff, il était rendu à 13 points en 6 games. Il était beaucoup trop fort pour la Ligue junior. Il joue quand même avec des hommes en Liga. Il est en Liga, lui, hein? Oui. OK. Moi, je pense pas que ça soit facile. C'est sûr que là, si on compare à Elenius, c'est Joe Planut. Il est très à l'aise en Liga. Hemming a un peu plus de difficultés. Mais moi, Beckett Seneke, quand c'était des games physiques, là, je trouvais qu'il s'effaçait beaucoup. J'avais beaucoup de misère avec son jeu dans des matchs physiques. Les deux, le lancer sont très bons. Seneke a plus de mains. Seneke a plus de mains. C'est dur à dire. C'est comme vous dites, là, la progression d'Hemming est dure à voir. C'est ça. Mais moi, je pense que je vais y aller avec Émile Hemming. Ouais, la progression Hemming est dure à voir, mais c'est parce qu'elle était dure à avoir aussi. C'est dur de. Il n'y a pas eu la chance de te faire valoir tant que ça. Là. Pour votre info, les deux ont exactement le même fantasy upside sur Dubber. J'étais curieux de voir. Les deux sont à 7.5. Mais je trouve. Je vois juste à cause de Hemming, je le trouve un peu plus physique. Le tir se ressemble beaucoup. Seneke a plus de mains.
Mais dans l'ensemble, je trouve que la comparaison est quand même assez serrée. Mhm. Mais je vais y aller avec Émile Émile. Intéressant. On a-tu Donc, eu un unanime jusqu'à date? Hein? Est-ce qu'on a eu comme un joueur, lui ou lui, que les trois on était d'accord lui? avec lui ou lui? Je pense non, pas. dans les 5, on n'avait pas. Non. Brabant avait Richie, on avait Baudouin, on avait Surin, Perachak, Iguina, Lidstrom pour Fred, Haig, moi j'avais Mustard. Intéressant, c'est le fun. Ouais, hein? Je suis content. Okay. Good. Je suis vraiment content. Ce qui conclut l'épisode numéro 9. Man, on arrive à nos 10 du Street Scout Podcast. On l'avait annoncé il y a quelques semaines. Là au moins pour les 2 prochaines semaines, il n'y aura pas de podcast dans cette formule-là. OK? Là, le U18, le championnat mondial U18, qui est un tournoi très, très, très prisé là, pour le scouting, va commencer, là, je pense, c'est dans 13 jours. Donc, on n'aura pas. Là, on veut vraiment. On veut vous donner beaucoup de stock. On veut vous donner des descriptions, des analyses de chaque formation qui va participer à ce tournoi-là. Donc, on va créer du contenu. Ce ne sera pas un rendez-vous hebdomadaire, mettons le jeudi. On va peut-être faire plus de petits podcasts pour analyser chaque formation au moins dans les 2 prochaines semaines. On va donner du contenu exclusif à nos Patreons. On va peut-être mettre 1 ou 2 formations, en tout cas disponibles à tous. Ça on s'en reparlera. Là. Fait que voilà, c'est qu'au moins pour les 2 prochaines semaines, on n'aura pas nécessairement notre rendez-vous là, hebdomadaire le jeudi soir. On veut vous donner, c'est ça, on veut vous faire vraiment un portrait très juste du prochain U18 qui aura lieu en Finlande. Donc les matchs vont être vraiment tôt le matin, ça va être le fun. Donc voilà. Les garçons, avez-vous quelque chose à ajouter en terminant? Non. Non, c'était belle fun. Merci à tous nos auditeurs. Yes! Puis merci à Memo là, qui a participé avec nous. Vraiment apprécié. Puis merci à tous nos Patreons de nous encourager. C'est un peu de 5 $ par mois, mais un peu de 5 $ qui fait toute la différence pour nous. Salut les boys! Wow! Bye bye!